Bienvenue sur Tsunami IA, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Je suis Dimitri, votre hôte, et avec l'aide de mon assistant IA Josh, nous allons naviguer ensemble à travers cet océan de changements technologiques. Si vous aussi vous avez le sentiment que l'IA est un changement majeur sur lequel il faut réfléchir et s'informer, ce podcast est fait pour vous. Nous explorons, nous décryptons et surtout nous essayons de surfer sur cette immense vague de transformation que l'IA apporte à notre société. Durant chaque épisode, nous plongeons dans des sujets d'actualité, nous discuterons, parfois avec des experts, pour vous donner les outils nécessaires pour embrasser cette révolution. Est-ce que vous êtes prêts à plonger avec moi ? Bienvenue sur l'épisode 27 de Tsunami IA et je suis ravi de vous retrouver cette semaine pour encore discuter d'intelligence artificielle. Alors petit retour avant de me lancer dans l'actualité sur les commentaires que j'ai pu recevoir sur l'épisode précédent. Donc tout d'abord merci pour vos retours, c'est vraiment ce qui m'aide à continuer à développer le podcast. Donc n'hésitez pas à continuer à faire vos commentaires, à laisser des notes etc. sur les différentes plateformes, je le dis jamais assez, ça va vraiment m'aider moi à faire monter le podcast. Et puis surtout là je suis en train d'essayer de commencer à envoyer un petit peu des invitations à différentes personnes pour les faire participer au podcast. Et donc forcément plus le podcast fonctionne, plus je pourrai avoir des invités prestigieux et intéressants, en tout cas plus ce sera facile de les convaincre à venir participer au podcast. Mais donc du coup sur les retours que j'ai eu pas mal de retours qui étaient intéressants sur le fait que effectivement donc on parlait dans l'épisode de la semaine dernière des difficultés qu'il pouvait y avoir d'un point de vue éthique avec l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre des guerres. Et donc, pas mal de personnes étaient assez concernées et inquiètes sur le fait que créer une réglementation internationale là-dessus, c'est quelque chose qui pourrait paraître assez difficile. Et effectivement, c'est toujours compliqué de mettre des États d'accord sur ce genre de technologie, surtout quand il s'agit de technologies liées à la guerre. Donc du coup, je me suis dit que j'allais quand même rechercher un petit peu plus d'infos sur ce sujet en particulier. Et je me suis dit, parce que c'est la comparaison que je faisais dans l'épisode précédent, que ce serait intéressant de voir un petit peu comment les pays se sont comportés en termes de dénucléarisation, puisque forcément pendant la guerre froide on a eu énormément de bombes nucléaires qui ont été créées. Donc je voulais voir un petit peu si le fait que les différents justement institutions internationales et le fait que il y ait eu une volonté aussi de la population de réduire un petit peu la quantité d'armes nucléaires, est-ce que ça a eu un impact ou pas, est-ce que justement il y a eu une avancée un petit peu au niveau international là-dessus. Et il y a quand même des bonnes choses qui ressortent, puisque quand on regarde un petit peu les chiffres, on avait en 1986 64 000 têtes nucléaires dans le monde entier, principalement la Russie et les États-Unis à l'époque, donc 64 000 au total, et aujourd'hui en 2022 on en a plus que 12 700. Donc la différence c'est qu'il y a plus de pays qui ont aujourd'hui l'arme nucléaire qu'en 1986, mais n'empêche que le nombre total d'ogives nucléaires sur la Terre a réduit, et donc je pense qu'il y a quand même des efforts qui arrivent petit à petit à faire baisser ce genre de choses, et en tout cas qui ont un impact. Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de justement voir comment on pourrait avoir un impact là-dessus, travailler chacun un petit peu sur l'impact potentiel qu'on peut avoir sur ce genre de sujet, surtout quand c'est des sujets aussi importants. Et j'ai été un petit peu chercher les différents associations qui peuvent travailler sur ce sujet, et j'ai trouvé une association qui s'appelle Stop Killer Robots, qui travaille justement sur le fait que il y ait un véritable sujet sur l'utilisation des intelligences artificielles dans le cadre de la guerre, et qu'on a vraiment besoin d'avoir une réglementation, un droit international en tout cas, des limites pour éviter qu'on se retrouve avec des intelligences artificielles qui puissent directement tuer des humains. Et donc je trouve ça hyper intéressant en tout cas de voir qu'il y a des associations qui s'intéressent à ce sujet-là, et donc je me suis dit que ce serait très intéressant de pouvoir discuter avec quelqu'un de cette association. Donc je les ai contactés, je sais pas si j'arriverai à avoir quelqu'un, mais en tout cas si c'est possible, ce sera un super bon sujet pour une prochaine fois, pour qu'on puisse un petit peu plus rentrer en profondeur sur ce sujet-là qui je trouve est hyper important. Et donc d'ici là, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site, si c'est un sujet qui vous intéresse et si c'est un sujet sur lequel vous voulez éventuellement participer. Mais donc sans plus tarder, on va se lancer sur la partie actualité avec une première actualité qui concerne Google, qui a lancé Google Vids, qui est une application de création vidéo destinée à enrichir sa suite de productivité Workspace aux côtés de Docs, Sheets et Slides, conçus principalement pour les usages professionnels comme les formations et démos produits. Donc Google Vids, il propose une interface rappelant Google Slides, mais il est plus axé sur la vidéo. L'application, elle permet de construire des vidéos à partir d'une ébauche initiale en sélectionnant des styles de présentation et en intégrant texte, images, génériques et musique de fond. Elle offre aussi la possibilité d'enregistrer des contenus via webcam et de collaborer en temps réel sur des projets. Bien que décrites comme étant alimentées par IA, les fonctionnalités IA de Google Vids semblent se limiter à l'assistance scripturale et à la génération de l'outline initiale. L'outil se distingue moins par des innovations en matière d'IA générative que par son intégration dans l'écosystème collaboratif Google. Donc c'est intéressant de voir que Google continue à essayer d'intégrer de plus en plus l'intelligence artificielle à ses outils. Microsoft est en train de faire la même chose avec Microsoft Copilot.
Alors malheureusement, je pourrais pas vous faire un très bon retour, que ce soit sur Google Copilot ou sur Google Workspace, puisque honnêtement, pour l'instant, je m'en sers pas. Donc si jamais vous, de votre côté, c'est un outil que vous utilisez régulièrement, n'hésitez pas à m'en parler. Et puis moi, de mon côté, j'essaierai aussi de m'en servir un petit peu plus, même si là, je crois que la fonctionnalité Google Vids, elle est pour l'instant pas disponible encore en France. Mais voilà, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent être très, très facilement intégrables dans les outils qu'on connaît déjà. Moi, j'ai plutôt tendance aujourd'hui à utiliser les outils d'un côté et l'intelligence artificielle de l'autre, mais bon, c'est vrai que le fait qu'il y ait une intégration, ça peut être très pertinent, même si je constate quand même généralement qu'aujourd'hui, quand il y a ce genre d'intégration, on bénéficie pas forcément toujours des derniers modèles d'intelligence artificielle, des derniers LLM derrière, du coup, ces fonctionnalités intégrées, et que des fois on se retrouve à avoir un résultat plus pertinent si on va directement travailler avec le Large Language Model, donc pour Microsoft Copilot avec ChatGPT 4 Turbo via OpenAI, et pour Google Workspace avec Gemini. Donc voilà, à voir, et d'ailleurs je vous parlerai un petit peu dans l'IA de la semaine de Gemini, puisque je m'en suis un petit peu plus servi cette semaine, et franchement j'ai des retours très bons sur Gemini. Mais on va toujours rester sur une news qui concerne encore Google, avec une news qui parle de Google Photos et des avancées de retouche photo par IA que Google propose à ses utilisateurs sur Android, mais aussi maintenant sur iPhone, puisque ces fonctionnalités jusqu'alors exclusives aux abonnés Google One et aux détenteurs de Pixel 8 incluent la possibilité de déplacer par exemple les éléments dans des images, de déflouter des images ou d'effacer des objets en arrière-plan. Et bien ces fonctionnalités maintenant vont fonctionner sur iOS et sur Android, et voilà, elles vont fonctionner sur les téléphones qui disposent d'au moins 3 Go de RAM. La retouche s'effectuera principalement via les serveurs de Google, nécessitant que les photos soient stockées sur Google Photos. Et donc bien que la majorité des outils soient offertes sans restriction, la fonction de retouche magique sera limitée à 10 utilisations mensuelles pour ceux qui ne sont pas abonnés à Google One ou ne possédant pas un Google Pixel, avec une exigence minimale donc de RAM pour que ça puisse fonctionner. Et certaines fonctionnalités avancées seront exclusivement possibles sur les smartphones de Google. Donc intéressant, voilà, de voir que Google essaie d'ouvrir ses services sur des téléphones qui ne sont pas forcément produits par eux. Et voilà, je pense qu'ils sont en train d'essayer de prendre de plus en plus de place dans le monde de l'intelligence artificielle pour derrière aussi vendre leurs services, puisque forcément si les utilisateurs par exemple d'iOS maintenant peuvent avoir accès à cette fonctionnalité de retouche photo, et si elle est pertinente, peut-être que s'ils veulent aller plus loin et retoucher plus de 10 photos par mois, ils prendront un abonnement à Google One. Et comme on en parlait dans l'épisode de la semaine dernière, je pense que là Google est vraiment en train d'essayer de changer un petit peu son business model en se rendant compte que les moteurs de recherche, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est pas forcément ce qui va continuer à perdurer dans le long terme, et que donc avoir plutôt un système d'abonnement où on propose des fonctionnalités avec de l'IA, c'est plutôt quelque chose d'intéressant. Et donc je pense, voilà, ils poussent avec Workspace, avec Vids, ils poussent avec Google Photos, enfin voilà, c'est des choses je pense qu'ils sont en train de mettre en avant. Et en parlant toujours de Google, on a justement Gemini 1.5 Pro qui a été annoncé. Donc en fait, il est maintenant disponible dans plus de 180 pays avec une version gratuite en fait, tout simplement. Cette version améliorée donc, de Gemini qui propose des innovations clés, notamment la compréhension native de l'audio et un modèle d'incorporation de texte supérieur offrant des performances accrues. Parmi les nouveautés, on trouve également le mode JSON pour des sorties structurées et des instructions système pour des réponses modélisées précises. Ces améliorations font de Gemini 1.5 Pro un outil polyvalent pour développer, facilitant la création d'applications d'IA avancées. Donc voilà, je pense que Google sont vraiment en train d'essayer de proposer un maximum d'outils, beaucoup d'outils avec un accès gratuit pour prendre de plus en plus de place dans le milieu de l'intelligence artificielle, et très probablement prendre des places à OpenAI, qui reste aujourd'hui quand même plutôt le leader sur ce marché. Et voilà, je vous en parlerai un petit peu plus dans mon utilisation de l'IA de la semaine. Il y a vraiment des choses hyper intéressantes avec justement Gemini Pro 1.5. On va rester sur une nouvelle qui concerne encore Google, avec Google Books, qui est la plateforme d'indexation de matériel publié utilisée par les universitaires, et elle a récemment commencé à indexer des livres de faible qualité, souvent des préoccupations quant à leur impact sur l'outil de suivi linguistique Ngram. Une enquête menée par 404 Médias a révélé que plusieurs livres, potentiellement écrits par des IA, figuraient dans l'index de Google Books en utilisant l'expression « as of my last knowledge update », couramment utilisée par des chatbots tels que ChatGPT. 404 Médias a découvert que, bien que la majorité des résultats concernaient l'intelligence artificielle, certains livres ne traitaient pas de technologie et semblaient être l'œuvre de bots. Ces publications telles que Beer Bulls and Wolves, Stock Trading for the 20 Years Old de Triskin McLever semblaient s'appuyer sur Wikipédia pour des informations sur les événements financiers et contenaient des données potentiellement obsolètes depuis 2021. Google Books alimente en grande partie Ngram Viewer, un outil de recherche analysant l'évolution
évolution de langage au fil du temps, grâce aux données extraites des œuvres écrites, bien que Ngram, mise à jour pour la première fois en 2019, soit une ressource précieuse pour les linguistes, l'inclusion de travaux de moindre qualité pourrait altérer la fiabilité de ces résultats futurs. Et c'est vrai que là, du coup, on se retrouve avec un problème classique qu'on a avec l'intelligence artificielle, c'est les données et la qualité de ces données. Et donc là, à force d'indexer des livres, et avec le fait que maintenant, avec l'IA générative, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à créer des livres grâce à l'intelligence artificielle, on se retrouve potentiellement à avoir des IA qui vont être entraînées sur du contenu qui a été créé par des IA. Et ça, c'est pas forcément une boucle qui est sautée, puisque ça pourrait accentuer certains biais, et puis surtout, les données qui ont été générées par une IA, qui ne sont pas forcément celles qui sont les plus qualitatives possibles, puisque même si les modèles qu'on a aujourd'hui sont qualitatifs, ils sont pas encore au niveau d'un véritable écrivain. Et donc du coup, on se retrouve à avoir quelque chose qui serait du coup de moindre qualité, et ce qui pourrait faire que les modèles du coup perdraient en qualité plutôt qu'en gagner. Et voilà, il y a un véritable façon de sujet aujourd'hui sur la qualité des données et la quantité de données qualitatives qu'on peut obtenir, puisque les grands modèles qu'on connaît, que ce soit Gemini ou OpenAI, a priori, ils ont pu s'entraîner sur, entre guillemets, tout ce qui existait déjà en termes de écrits qualitatifs et qui était disponible. Et donc ils se retrouvent un petit peu maintenant à chercher des nouvelles façons d'obtenir des nouvelles données. Donc ensuite on a toujours une nouvelle sur Google, je vous ai fait un petit peu une section spécifique par entreprise, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Et donc Google qui a annoncé le lancement d'Axion, c'est un processeur de centre de données basé sur ARM, ainsi qu'une mise à jour de ses puces d'intelligence artificielle, les TPU version 5P, qui sont destinées à renforcer les performances de Google Cloud. Axion se distingue par ses performances surpassant de 30% les puces ARM génériques et de 50% les puces x86 d'Intel et d'AMD. Donc qu'est-ce que c'est que ce genre de puces ? C'est des puces TPU, donc Tensor Processing Unit. C'est un type de circuit intégré qui est spécialement conçu pour accélérer les calculs liés à l'intelligence artificielle. Et donc les TPU de Google, spécialement conçus pour les applications d'IA, offrent désormais le double de la performance brute de la génération précédente grâce à une configuration de 8960 puces et un système de refroidissement liquide. Donc voilà, c'est intéressant de voir que Google, comme d'autres entreprises, est en train d'essayer de travailler sur la partie hardware, puisque aujourd'hui en IA, il nous faut des données et il nous faut du hardware pour pouvoir faire fonctionner tous ces modèles. Donc il nous faut des data centers pour faire fonctionner ces modèles, et puis il nous faut aussi des processeurs d'inférence qui nous permettent tout simplement de générer les réponses des différentes intelligences artificielles. Et si on n'a pas des grandes puissances de calcul, on n'est pas capable d'avoir des services qu'on peut rendre après disponibles gratuitement pour justement prendre de la place sur ce marché. Et donc en parallèle de ça, on a Meta qui a annoncé des avancées significatives avec la prochaine génération de son Meta Training and Interface Accelerator, marquant une étape importante dans des optimisations de ses charges de travail IA. La nouvelle version du MTIA V2 se distingue par ses performances nettement améliorées, offrant plus du double de la capacité de calcul et de la bande passante mémoire que la version précédente, conçue autour d'une architecture optimisée avec une grille de 8 par 8 éléments de traitement. Cette mise à jour réalise une augmentation significative en temps de calcul dense qu'en calcul sparse, grâce à ces avancées architecturales et à une augmentation de la capacité de la bande passante et de la mémoire. Donc en termes de technique, MTIA 2 emploie de la technologie 5 nanomètres de TSMC, donc à chaque fois on parle de TSMC qui est un petit peu le grand fabricant de puces. Et donc voilà, c'est intéressant de voir que ils sont capables d'avoir des performances qui sont assez bonnes et que justement ils sont en train de, tout comme Google, essayer d'avoir leur propre système de calcul pour aussi gagner un petit peu de l'indépendance vis-à-vis, je pense, de grandes sociétés comme Nvidia notamment, qui reste aujourd'hui l'un des leaders sur la partie processeur graphique. Toujours avec Meta, mais cette fois-ci sur la partie Instagram, ils sont en train de tester une barre de recherche propulsée par l'IA et qui offre des interactions directes avec un chatbot IA pour la conversation et la découverte de contenu. En entrant une requête, les utilisateurs sont dirigés vers un message perso sur l'application du coup Instagram pour poser des questions ou explorer des suggestions prédéfinies. Cette innovation vise à améliorer la découverte de contenu, permettant par exemple de rechercher des réels spécifiques. Donc Meta confirme expérimenter cette technologie sur Instagram, visant à améliorer la qualité de recherche et à concurrencer TikTok en termes de découvrabilité de contenu. Cette fonctionnalité est en phase de test limitée pour l'instant, et puis exclusivement aussi aux États-Unis. Donc on verra quand est-ce que ça arrivera en Europe, mais voilà, intéressant de voir qu'ils sont en train d'essayer d'intégrer un chatbot directement dans Instagram, et ça pourrait effectivement être intéressant quand on recherche du contenu. Et c'est là, encore une fois, on voit que la fonctionnalité un petit peu de moteur de recherche, elle est probablement vouée à disparaître petit à petit, puisque c'est quand même bien plus pratique de parler à un chatbot
qui va parler en langage naturel pour lui demander un petit peu ce qu'on recherche, plutôt que de faire une requête avec des mots-clés. Donc c'est quelque chose qui, je pense, risque de disparaître dans les prochaines années. Ensuite, toujours lié à Instagram, donc Meta a lancé une fonctionnalité de floutage automatique pour les images à caractère nu, visant à protéger les jeunes de la sextortion et les utilisateurs de contenu non sollicité. Donc activée par défaut pour les moins de 18 ans, cette option sera disponible sur choix pour les adultes. Elle ne signalera pas directement les images explicites à Meta, mais encouragera les utilisateurs à agir prudemment. Développée avec de l'apprentissage automatique, cette technologie fonctionne aussi dans les conversations cryptées, renforçant la sécurité sur la plateforme. Donc Meta a ajouté qu'elle développerait une technologie qui pourrait identifier les comptes se livrant à des escroqueries de sextorsion et qu'elle testait des messages contextuels pour les utilisateurs susceptibles d'avoir interagi avec ces comptes. Donc intéressant de voir que l'intelligence artificielle est utilisée pour justement faire un petit peu de prévention et pour pouvoir faire du contrôle sur les données, à voir justement comment ça va traiter les données personnelles, même si l'avantage d'avoir ce genre de modèle, c'est qu'on peut les faire tourner sans forcément qu'une personne n'ait réellement accès à l'information, et que si l'information se retrouve à être flaguée par une intelligence artificielle, ça va permettre justement là dans ce cas-là de la flouter. Donc, je pense que c'est intéressant d'avoir des garde-fous comme ça qui utilisent l'intelligence artificielle. De toute façon, on a l'intelligence artificielle qui est utilisée de plus en plus pour faire des deepfakes, pour nuire, pour créer des images pornographiques ou autres, et donc c'est très important, je pense, que en parallèle de ça, on ait des intelligences artificielles qui luttent contre ces propres mécanismes, et qu'on ait des IA les unes contre les autres, en espérant que les IA qui fassent la partie modération fonctionnent mieux que celles qui fassent la partie création. Mais en tout cas, intéressant de voir que Instagram intègre cette fonctionnalité. Ensuite, une info qui concerne WhatsApp, donc toujours Meta, qui enrichit son éditeur de photos intégré grâce à l'intelligence artificielle, promettant de transformer l'expérience utilisateur avec des fonctions avancées d'édition. Repérées dans la dernière version bêta de l'application par un développeur, ces innovations semblent s'inspirer de logiciels renommés comme Photoshop et Photoroom, signalant une ambition de Meta d'offrir des outils d'édition de haut niveau directement dans WhatsApp. Donc là, pour l'instant, il me semble que ce n'est pas encore disponible sur la version de WhatsApp qu'on a en France. Mais en tout cas, c'est des fonctions qui vont vous permettre d'éditer vos photos très prochainement, avec notamment une fonction qui vous permet de modifier l'arrière-plan de vos photos, une photo qui vous permet d'élargir vos photos, donc un petit peu comme ce qu'on peut faire avec Firefly sur Photoshop, et une photo qui vous permet de modifier le style global de votre image. Donc on soupçonne derrière que ce soit une version qui utilise sur la partie requête, parce qu'on utilise le langage naturel pour modifier ces photos. On soupçonne du coup que ce soit une version adaptée de Llama 2, le modèle de large language model de Meta, qui fonctionne derrière un petit peu pour faire fonctionner tout ça. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir le tester, puisqu'a priori c'est pas encore intégré dans la version de WhatsApp qu'on a nous, mais dès que ce sera possible et que ce sera mis à disposition, j'essaierai de faire un petit test pour vous faire un retour et voir si c'est assez pertinent, même si normalement on devrait avoir cette fonctionnalité que d'ici la fin de l'année. Donc ça va pas arriver tout de suite. Ensuite, on a une news qui concerne Intel, qui a révélé sa puce d'intelligence artificielle Gaudi 3 le 9 avril 2024, qui cible une part du marché dominée par Nvidia, qui aujourd'hui détient environ 80% du secteur des puces d'IA. Et donc le Gaudi 3, il promet une efficacité énergétique doublée et une vitesse d'exécution des modèles d'IA supérieure de 50% par rapport au GPU H100 de Nvidia, qui est un petit peu l'un des standards aujourd'hui du marché. Cette puce sera disponible dans différentes configurations et a été optimisée pour les modèles tels que Stable Diffusion, Whisper ou Whisper d'OpenAI. Intel prévoit de rendre les puces Gaudi 3 accessibles au troisième trimestre avec des partenaires tels que Dell et Hewlett-Packard, entreprises développant des systèmes autour de cette technologie, sans divulguer le prix Intel. Intel mise sur une offre compétitive face à Nvidia, s'appuyant sur une architecture ouverte et non propriétaire. Donc c'est vrai qu'on en avait parlé la semaine dernière, mais Intel avec Google, Qualcomm et ARM, ils sont en train de travailler sur une architecture non propriétaire qui serait un concurrent à CUDA de Nvidia, et donc qui vise un petit peu à avoir quelque chose du coup de plus ouvert et qui permettrait aux développeurs de travailler sur des modèles d'intelligence artificielle avec autre chose que le système CUDA aujourd'hui, qui est un petit peu leader sur le marché. Ensuite, on a une nouvelle qui concerne Mistral.
Donc Mistral, qui est la start-up française d'intelligence artificielle et qui a développé un nouveau modèle de langage qui s'appelle le Mixtral 8X22B. Donc on avait le 8X7B, dont on avait déjà parlé plusieurs fois, qui est d'ailleurs disponible et qui peut être testé sur notamment Hugging Face. Et donc là, c'est assez drôle, hein, Mistral, chaque fois, qu'est-ce qu'ils font en fait, c'est directement sur Twitter, sur X, ils envoient directement un lien torrent vers le modèle et ils laissent derrière la communauté travailler avec. Et donc là, le modèle, il est assez costaud, hein, puisque le modèle 8X7B de Mixtral qui était proposé avant, je crois qu'il faisait à peu près entre 20 et 30 gigas, et donc là c'est un modèle qui fait 261 gigas, donc bien plus gros, et c'est d'ailleurs dans le nom, hein, puisque là on est sur un 8X22B alors qu'on était avant sur un 8X7B. Donc pour rappel, qu'est-ce que c'est que ce 8X? Ça veut dire qu'il y a 8 experts, donc 8 petits modèles qui ont été entraînés sur des tâches bien précises, et chacun de ces modèles, donc dans la version 7B, faisait 7 billions de paramètres, et donc là ça fait 22 billions de paramètres. Donc c'est des modèles qui sont plus gros. Et voilà, on sait qu'il y a le modèle Llama 3 qui devrait pas tarder à être annoncé dans les prochaines semaines. Donc voilà, c'est intéressant de voir qu'on a ce modèle Mixtral aussi qui sort et qui est en open source. Pour l'instant, il n'est pas utilisable encore sous la version d'un chat. Enfin, il est en train d'être développé petit à petit par la communauté, puisque forcément, quand on récupère ce modèle, il n'est pas vraiment entraîné, il n'est pas fine-tuné. C'est ce qu'on appelle le système de fine-tuning. Et donc du coup, il est un peu brut de décoffrage, on va dire, et donc il peut pas être utilisé de la même façon qu'un chat GPT ou qu'un modèle comme Gemini. Et là, donc voilà, cet entraînement va être fait petit à petit, et puis après, je pense que voilà, des entreprises comme Hugging Face vont très probablement le mettre en démonstration sur leur site. Donc je pense que d'ici la semaine prochaine ou d'une semaine ou deux, on pourra très probablement l'utiliser et voir aussi à quel point il est performant. Sur les différents benchmarks, mais les benchmarks humains, parce que forcément là il a démontré des bonnes performances sur les benchmarks qui sont les benchmarks connus, mais moi je fais plus confiance aux benchmarks humains, je trouve qu'ils sont un peu plus pertinents. Donc ensuite on a une nouvelle qui concerne Apple, qui franchit une nouvelle étape dans le domaine de l'intelligence artificielle en s'associant à Shutterstock. Donc c'est la célèbre banque d'images. Cette collaboration permettra à Apple d'utiliser les vastes ressources de Shutterstock, incluant images, musique et vidéos, pour entraîner ces systèmes d'IA. Ça a été annoncé ce mois-ci, et ce partenariat illustre les efforts d'Apple pour combler son retard dans la course de l'IA, aujourd'hui dominée par plutôt Meta, Amazon et Google. Puis Microsoft aussi via OpenAI. Donc ce partenariat établi depuis 2023 s'inscrit dans une série d'accords similaires pouvant atteindre 25 à 50 millions de dollars chacun. Donc selon le directeur financier de Shutterstock, ces collaborations sont cruciales pour Apple, qui prévoit d'intégrer l'IA dans son futur iPhone 16, notamment par l'adoption de Gemini, un système d'IA développé par Google pour offrir ses capacités de modification d'images avancées grâce à ses instructions textuelles simples. Donc ça c'est encore une rumeur, on n'en est pas encore sûr, mais en tout cas voilà. Il y a beaucoup de rumeurs en tout cas en ce moment autour d'Apple qui sont vraiment en train d'essayer de rattraper le train sur l'intelligence artificielle. Donc voilà, ils ont racheté des entreprises, on en avait parlé dans les épisodes précédents. Il y a des rumeurs sur un potentiel partenariat avec Google. On ne sait pas exactement comment tout ça va ressortir. Je pense qu'on saura un peu plus au mois de juin, après la conférence qu'il y aura sur la conférence sur les développeurs. Mais voilà, on voit qu'ils sont en train d'essayer de rattraper leur retard. Et encore une fois, pour cela, il faut avoir des données. Et donc ça ne m'étonne pas qu'ils essaient de faire ce partenariat avec Shutterstock. Et justement, en parlant de données, Adobe se lance dans l'acquisition de vidéos pour développer sa plateforme de génération vidéo basée sur l'intelligence artificielle, répondant ainsi à son besoin crucial de contenu pour l'entraînement de ses modèles d'IA. Donc selon Bloomberg, Adobe enrichit sa bibliothèque Adobe Stock, déjà dotée de millions de vidéos en 4K, et plus tôt cette année en investissant massivement dans la plateforme d'IA générative d'Adobe Firefly. Cependant, malgré ses efforts, Adobe court toujours après les innovations dans le domaine de la vidéo générative, à l'image de son retard observé avec la technologie de génération d'images par texte de Firefly. Et c'est vrai que si vous avez testé Firefly, aujourd'hui il n'a pas le niveau qu'on peut avoir sur un DALL-E 3 ou sur Midjourney. Donc en tout cas, l'entraînement de modèles d'IA pour la création de vidéos génératives représente un défi majeur, exacerbé par les préoccupations autour des méthodes potentielles utilisées par OpenAI pour entraîner Sora, son propre outil de génération vidéo. Adobe opte pour une approche plus éthique et transparente en achetant directement le contenu nécessaire auprès des créateurs plutôt que de récupérer des contenus existants sans permission. Et c'est vrai qu'on ne sait pas exactement comment OpenAI a entraîné son modèle Sora. Donc Sora, on en a parlé plusieurs fois dans plein d'épisodes.
C'est le modèle de génération de vidéos d'OpenAI qui est encore en cours de développement et auquel on n'a pas encore accès, mais qui est ultra impressionnant, mais on ne sait pas exactement sur quoi il a été entraîné, et on ne sait pas exactement si tout simplement OpenAI avait bien les droits pour entraîner ce modèle. Donc là, Adobe, ils ont une approche un petit peu différente, puisque eux, ils veulent alimenter leur IA avec leur réseau de photographes, en tout simplement rémunérant aussi les photographes et les créateurs de vidéos, avec un système où ils vont payer du coup jusqu'à 2,60$ par minute de vidéo soumise, et voire même jusqu'à 7,25$ en fonction de la qualité du contenu. Donc c'est intéressant de voir voilà, qu'ils sont vraiment prêts à payer des photographes professionnels, des vidéastes professionnels, pour avoir du contenu vidéo de qualité qui leur permettra d'entraîner leur modèle. Donc une approche assez différente a priori de ce qu'est en train de faire OpenAI, puisqu'on ne sait pas exactement comment OpenAI entraîne ces modèles, avec quelles données ils entraînent leurs modèles, et bah, jusqu'à où ils franchissent potentiellement la ligne de aller récupérer du contenu pour lequel ils n'ont pas forcément l'autorisation. Et à jouer un petit peu sur les réglementations qui pour l'instant ne sont pas vraiment à jour sur ces sujets. Et en parlant de ça justement, on a une news qui concerne OpenAI qui aurait intégré plus d'1 million d'heures de vidéos provenant de YouTube avec une transcription de vidéos YouTube, et qu'ils auraient ajouté ces informations dans l'entraînement de son modèle ChatGPT 4. Donc c'est une information qui nous vient du New York Times. Cette révélation survient après un interview où Mira Murati, qui est le CTO d'OpenAI, a esquivé des questions sur l'usage de contenu de plateformes sociales pour entraîner leur outil de génération vidéo Sora. Cette pratique soulève des inquiétudes sur l'utilisation de matériel soumis aux droits d'auteur sans autorisation, mettant en lumière les défis éthiques et légaux auxquels les entreprises d'IA sont confrontées. Le CEO de YouTube a précisé que de telles actions violeraient les termes d'utilisation de la plateforme, tandis que Google a réaffirmé l'interdiction de l'extraction non autorisée de contenu sur YouTube. Ces développements signalent une zone grise légale autour de l'usage de fair use et des droits d'auteur dans l'entraînement des modèles d'IA, exacerbant les tensions entre créateurs de contenu et compagnies d'IA, avec l'avertissement que les entreprises d'IA pourraient épuiser des données de haute qualité disponibles pour l'entraînement. L'industrie pourrait se tourner vers des contenus générés par IA, ce qui pose des risques potentiels pour la qualité et la fiabilité des futurs modèles. Donc c'est ce qu'on disait sur la partie utilisation de livres pour réentraîner ces modèles. Bon, on pourrait avoir un problème similaire avec la photo et la vidéo. Mais voilà, moi je trouve que c'est un sujet hyper intéressant. Donc effectivement, OpenAI aurait potentiellement utilisé du contenu provenant de YouTube pour entraîner son modèle. YouTube, via Google, forcément, explique que c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas le droit de faire. Mais moi, ça ne m'étonnerait pas que Google ne se prive pas de ce petit trésor qu'ils ont via YouTube et tout le contenu qui provient de cette plateforme, et qui fasse en fait la même chose. Et la difficulté, c'est que on utilise les données pour entraîner le modèle. En soi, on n'a pas copié les données, on les a pas... c'est pour ça que sur la partie copyright, on est un petit peu en zone grise. Et c'est justement un sujet que je trouve hyper pertinent, et c'est le sujet que je voulais voir un petit peu cette semaine. Donc on va en reparler dans le sujet de la semaine. Mais je vais terminer avec ma section actualité, avec une actu qui concerne Spotify, qui introduit la création de playlists par IA. Donc Spotify lance une fonctionnalité de playlist IA en bêta, qui pour l'instant n'est disponible qu'au Royaume-Uni et en Australie, et qui va vous permettre tout simplement de créer des playlists avec des requêtes en langage naturel. Et donc par exemple, vous allez pouvoir lui demander crée-moi une playlist avec des chansons pour mon chat, ou crée-moi une playlist qui est adaptée à une apocalypse zombie, et il va vous générer du coup une playlist à partir de vos instructions. Donc pour l'instant, je n'ai pas pu encore tester cette fonctionnalité, mais j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Personnellement, j'utilise Spotify, c'est pas pour leur faire de la publicité, mais c'est l'application que j'utilise pour écouter ma musique, et je trouve ça hyper intéressant de voir qu'ils sont en train d'embrasser un petit peu tous ces changements avec l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que je me dis que si je peux avoir une playlist intéressante en me disant une playlist qui va m'aider à, une playlist d'ambiance pour travailler sur l'intelligence artificielle, s'il me fait une super belle playlist intéressante sur le sujet, j'aurais hâte de tester tout ça. Donc fonctionnalité qui devrait arriver prochainement du coup en Europe, puisque pour l'instant elle n'est disponible qu'en Angleterre et en Nouvelle-Zélande et en Australie, pardon. Ensuite, on a une news qui concerne Netflix, qui est en train de lancer une nouvelle saison, la 6e saison de The Circle, qui est une série de compétitions réalisée par Netflix, qui innove en intégrant pour la première fois un bot d'intelligence artificielle dans le jeu, se faisant passer pour un humain du nom de Max. Ce bot IA ajoute une nouvelle dimension à la dynamique déjà complexe de l'émission. Située à Atlanta en Géorgie, cette saison conserve l'essence de jeu, centrée sur les catfish, qui sont des participants qui prétendent être quelqu'un d'autre, les connexions entre joueurs et le chaos engendré
par les stratégies et les alliances. Donc je connais pas cette série, j'ai pas eu l'occasion de la regarder, mais voilà, c'est une série où les candidats du coup utilisent voilà, une plateforme textuelle pour s'échanger des messages, et donc du coup là ils ont décidé de prendre un participant IA pour cette nouvelle saison. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant, donc peut-être que j'essaierai, si je trouve le temps, de regarder un épisode ou deux de cette série pour voir un petit peu comment ça peut s'intégrer, mais je trouve ça intéressant parce que c'est un peu la première fois qu'on se retrouve avec voilà, un candidat à intelligence artificielle qui participe à une émission de télé, et je pense que c'est des choses qui risquent d'arriver de plus en plus. Donc là, c'est clairement une intelligence artificielle, et en plus, le fait que le fonctionnement de l'émission se base sur du texte va empêcher que voilà, on détecte que ce soit une IA, mais je ne serais pas étonné de voir des IA participer à d'autres émissions, voilà, et voir justement jusqu'à où ces IA pourraient aller. Donc je sais pas, imaginez qui veut gagner des millions avec ChatGPT 4. Il y a de fortes chances, je pense, que ChatGPT 4 gagne rapidement le million, vu les informations auxquelles il a accès. Il n'aurait pas besoin de passer par l'appel à un ami, je pense. Ensuite, une news qui concerne le secrétaire de l'armée de l'air qui s'apprête à tester un avion F-16 opéré par IA. Donc c'est Frank Kendall, qui est le secrétaire de l'armée de l'air américaine, qui a annoncé au comité des appropriations du Sénat des États-Unis son intention de monter à bord d'un avion F-16 piloté par intelligence artificielle ce printemps. Cette démonstration vise à illustrer la technologie future de la flotte militaire, s'inscrivant dans le cadre d'une initiative visant à intégrer plus de 1000 drones opérés par l'IA dans l'armée de l'air. Donc voilà, ce vol expérimental avec l'avion F-16, converti pour un vol autonome, fait partie du projet collaboratif Combat Aircraft, un programme de 6 milliards de dollars destiné à enrichir l'armée de l'air de nouveaux drones. Ces appareils déployés aux côtés de jets pilotés par des humains serviront d'escorte avec une capacité d'armement complète, de scout ou de hub de communication. Et donc là, on en revient un petit peu à mon retour sur l'épisode précédent. On voit que clairement il y a un sujet pour les différentes armées d'avoir des systèmes de plus en plus autonomes qui utilisent l'intelligence artificielle, et donc voilà, c'est un sujet que j'aimerais vraiment bien traiter avec une personne par exemple de l'association Stop Killer Robot, ou même avec un autre expert du domaine, parce que je trouve ça vraiment hyper intéressant. Et donc là on a un vrai sujet éthique aussi sur à quel point on peut être ok avec le fait d'avoir des armes autonomes, et comment on va pouvoir aussi s'assurer qu'il y a un minimum de réglementation internationale et de droit, des choses qui pourraient être rajouter aux conventions de Genève ou quelque chose de similaire. Enfin, je sais pas exactement, et c'est pour ça que j'aimerais bien pouvoir parler à des experts sur le sujet, mais on voit que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur, notamment avec cette news. Et si on imagine des drones entièrement pilotés par des intelligences artificielles, je pense que c'est des choses qu'on aurait envie, sur lesquelles on aurait envie d'avoir un minimum de réglementation pour que les choses n'aillent pas trop loin. Et enfin, on a une dernière news qui concerne l'agence d'éducation du Texas, qui a initié l'utilisation de l'intelligence artificielle pour évaluer les examens d'État. Ce changement marque un tournant historique, puisque les élèves qui passent leur examen verront la majorité de leurs réponses évaluées par une IA spécialisée en traitement du langage naturel, réduisant ainsi considérablement le nombre d'évaluateurs humains. Donc la TEA a formé le système de notation GenAI avec 3000 réponses déjà évaluées par des humains, afin qu'ils puissent apprendre à attribuer des notes similaires à celles d'une évaluation humaine. Cette IA sera principalement utilisée pour les questions ouvertes en lecture, écriture, sciences et études sociales, qui requièrent des réponses plus complexes et variées que les traditionnelles questions à choix multiples. Le recours de l'IA pour la notation devrait permettre à l'État du Texas d'économiser entre 15 et 20 millions de dollars chaque année. Cependant, afin de garantir l'exactitude des évaluations, un quart des résultats notés par l'ordinateur seront réexaminés par des évaluateurs humains, et des réponses potentiellement ambiguës pour l'IA seront directement dirigées vers des évaluateurs humains. Cette initiative suscite des inquiétudes parmi les éducateurs, notamment concernant la fiabilité et l'équité de l'évaluation par IA. Malgré cela, le Texas prévoit de recruter moins de 2000 évaluateurs humains cette année, contre environ 6000 en 2023. Donc voilà, c'est intéressant. Encore une fois, c'est des changements qui nous viennent d'abord des États-Unis, mais qui pourront très rapidement arriver chez nous, de voir que l'évaluation sur cet examen va être complètement remplacée, quasiment, par une intelligence artificielle. Je pense que ça peut être intéressant d'un certain point de vue, puisque l'IA, si elle est bien entraînée, elle va peut-être pouvoir réduire un petit peu les biais que parfois les personnes peuvent avoir. Elle ne va pas se fatiguer, contrairement à un humain qui va peut-être se fatiguer au bout d'un certain nombre de copies, et qui va du coup peut-être être plus sévère en fonction de sa fatigue, et donc ça pourrait être intéressant, mais il y a un risque, puisque si elle a été entraînée sur des données humaines, elle pourrait aussi reproduire certains biais, et peut-être que par exemple s'il y a des biais sur certains styles d'écriture ou autres, peut-être que l'IA pourrait être plus sévère, ou d'un autre côté plus favorable à certains styles ou certains types de réponses.
Moi, je trouve que ce qui peut être intéressant là-dedans, c'est de pousser le concept un peu plus loin et de se dire, si demain on a une évaluation qui est faite par une IA avec un modèle qu'on connaît, qui serait ouvert, un modèle open source auquel on pourrait avoir accès, et qu'on pourrait, à tout moment, si on n'est pas d'accord avec l'évaluation, tout simplement redemander le détail du modèle, comment il a fait son calcul, qu'est-ce qui l'a amené à noter la personne, ça pourrait être assez intéressant parce que ça pourrait nous permettre d'aller bien plus loin dans le détail d'une correction que ce qu'on peut faire aujourd'hui avec des correcteurs humains. Les correcteurs humains, ils prennent le texte, ils font une correction rapide. C'est d'ailleurs souvent très compliqué, en tout cas en France, de pouvoir réobtenir sa copie quand on est sur des examens comme celui du bac. Et là, en fait, avec l'intelligence artificielle, on pourrait faciliter tout ça, donner un accès plus rapide aux personnes. Et puis les personnes pourraient dire, moi j'ai regardé ce que l'IA avait fait, l'IA n'a pas bien compris ma réponse, peut-être que l'IA n'a pas bien compris mon écriture à tel moment, que la transcription n'a pas été faite correctement, et donc du coup je trouve que la notation de l'IA n'est pas juste, et puis derrière du coup faire analyser l'IA par un humain, ça pourrait peut-être être intéressant, et puis ça pourrait permettre aussi aux élèves de voir vraiment en détail qu'est-ce qui a fait que la réponse était bonne ou mauvaise, et même je pense que dans un aspect entraînement pour préparer un examen, ce serait hyper intéressant d'avoir une IA qui est entraîner à faire des corrections et puis du coup à s'entraîner à faire des examens des années précédentes et à avoir un autre IA qui nous corrigerait directement nos copies et pourrait nous donner directement une note et qui serait du coup le même modèle que le modèle qui serait utilisé pour nous évaluer sur l'examen final. Et là je trouverais ça hyper intéressant parce que quand on parle par exemple du bac en France, on a souvent des très gros écarts sur les copies avec deux évaluateurs différents, surtout sur des sujets comme celui par exemple de la philosophie, qui sont des sujets où ça reste quand même compliqué de faire une notation complètement neutre, et donc là je me dis que ça pourrait être intéressant d'avoir une IA qui serait correctement entraînée et qui pourrait à laquelle on pourrait avoir accès surtout pour pouvoir évaluer exactement comment la correction a été faite. Et en plus de ça, je sais pas si c'est ce serait peut-être aussi intéressant d'avoir un enseignant sur le podcast, et j'essaierai de faire ça aussi sur les invités, mais je pense pas que la partie correction des copies soit forcément la partie la plus épanouissante dans le métier d'enseignant, et donc ça pourrait être aussi quelque chose qui permettrait aux enseignants de dégager plus de temps et pour eux de passer plus de temps peut-être à travailler avec leurs élèves et à avoir des accompagnements plus suivis avec leurs élèves plutôt que de passer du temps à faire de la correction de copies. Donc voilà, une news que j'ai trouvée hyper intéressante et qui nous donne un petit peu une idée de ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Mais sans plus tarder, après la section d'actualité, on va passer à l'IA de la semaine. Et donc cette semaine, j'ai quelques petites IA à vous présenter. Alors la première, ça s'appelle Command R+. Donc Command R, c'est une IA open source qui existe, qui était publiée déjà depuis quelques mois, j'en ai pas encore parlé dans le podcast, parce que c'était un modèle qui était pour l'instant moins performant que d'autres modèles open source auxquels on pouvait avoir accès. Mais là, cette nouvelle version de Command R+, elle est hyper intéressante parce qu'elle est très 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 performante. Je vous mettrai un lien dans la description vers le site Hugging Face qui vous permet de tester cette version de Command R+, justement via un système de chat, et en fait c'est hyper intéressant parce qu'elle a les mêmes performances que ChatGPT 4 dans sa version de l'an dernier. Donc elle n'est pas aussi performante que la version actuelle de ChatGPT 4, la version ChatGPT 4 Turbo, mais sur les benchmarks faits par des humains, qui sont mes benchmarks personnellement préférés, puisque je trouve qu'ils sont plus pertinents que des benchmarks un peu théoriques et techniques, et bien en tout cas sur ces benchmarks-là, elle est justement au-dessus de la version de GPT 4 de l'an dernier. Donc hyper intéressant de se rendre compte qu'aujourd'hui on commence à avoir des modèles open source très 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 qualitatifs. Et là on va voir un petit peu avec justement le modèle Mistral 8X22B qui vient d'arriver, une fois qu'il va être un petit peu entraîné et qu'on va avoir une version 8X22B Instruct, qui va être sous la forme un petit peu d'un modèle chat, à quel point elle va être performante. Et voilà, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, quand on regarde justement les meilleures intelligences artificielles, les meilleurs large language modèles auxquels on a accès, les modèles open source commencent petit à petit à prendre des places qui sont vraiment pas négligeables, et tout ça, ça va permettre énormément de choses, parce que avec ces modèles open source, on peut les intégrer à des applications, ça peut permettre à des développeurs de les intégrer dans des nouvelles applications, de faire des nouvelles choses avec, et ça peut nous apporter du coup plein de nouveaux usages, plein de nouvelles fonctionnalités, et surtout ça peut nous permettre de calculer nos IA, surtout en local sur nos machines, plutôt que de faire confiance à des géants tels que Google ou Microsoft qui traitent nos données et où on sait, on n'est jamais sûr à 100% que ces données ne se retrouvent pas un jour en liberté.
Donc voilà, c'est hyper intéressant. Donc voilà, c'était mon usage principal de la semaine. Je vous laisserai regarder. En autre usage que j'ai eu, j'ai réutilisé Imagen AI. Donc Imagen AI, qu'est-ce que c'est ? C'est un usage assez spécifique. C'est tout simplement un outil qui va vous permettre de retoucher vos photos. Et moi, je m'en sers puisque j'ai pas mal fait de photographie, hein, et j'utilise l'outil Adobe Lightroom pour faire mes retouches photos. Et donc Imagen AI, qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est entraîné sur des photos que moi j'avais retouchées. Je lui ai donné mes photos, il a fait un propre entraînement sur ses photos, et maintenant du coup quand je lui donne des nouvelles photos, il est capable de les retoucher avec mon propre style grâce à une intelligence artificielle. Donc je l'ai utilisé cette semaine, et je trouve que l'utilisation est toujours assez fluide, et il me fait gagner pas mal de temps, donc hyper pertinent. Si jamais vous faites de la photographie et que vous avez beaucoup de photos à traiter, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site, parce que je trouve l'outil assez pertinent. Ensuite, mon utilisation aussi de la semaine, ça a été Gemini dans sa version 1.5 Pro qui est disponible gratuitement. Alors comme je voulais en parler dans la section news, elle est disponible gratuitement dans 180 pays. Dans ces 180 pays, il n'y a pas la France. Je crois que même qu'il n'y a aucun pays de l'Union Européenne. Pourquoi ? Parce que la législation en Europe est toujours un petit peu plus compliquée, et donc voilà, souvent on se retrouve à ne pas avoir accès à certains modèles d'intelligence artificielle. C'est le même problème qu'on a avec Claude, qui n'est toujours pas accessible en Europe, en tout cas pas directement. Et donc, comment j'ai fait pour y avoir accès ? Cette fois-ci, vu qu'il n'y a pas besoin d'avoir une carte crédit ou ce genre de choses-là, c'est hyper facile. Vous vous connectez avec votre compte Google classique sur le site Gemini, et cette fois-ci, vous avez juste à utiliser un VPN qui vous localise aux États-Unis. Et donc avec un VPN qui vous localise aux États-Unis, vous allez pouvoir utiliser cette version Gemini 1.5 Pro. Et pourquoi je la trouve vraiment intéressante ? C'est parce qu'elle a une taille de contexte qui est de 1 million de tokens. Donc les tokens, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros les mots qu'on va pouvoir envoyer au modèle, et le contexte, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu la mémoire que le modèle a de ce qu'on est en train de lui dire, de la conversation qu'on est en train d'avoir avec lui. Et pourquoi 1 million de tokens, c'est hyper intéressant ? Parce que tout simplement, il va vraiment se souvenir de ce que vous lui dites, et de façon très précise. Quand moi j'utilise ChatGPT, par exemple, pour faire des résumés, je trouve que souvent, il a tendance à oublier un petit peu le milieu, quoi. Il fait un résumé du début, de la fin, et puis le milieu, c'est un petit peu le trou noir, quoi. Et là, avec Gemini et sa version 1.5 Pro, ce contexte de 1 million de tokens, il est vraiment capable de faire des résumés hyper précis qui prennent le début, le milieu, la fin. On peut lui poser une question précise sur un sujet d'un gros bloc de texte qu'on aurait pu lui donner, il va pouvoir y répondre. Donc pour vous donner une idée, je lui ai donné un fichier audio, parce que c'est un modèle multimodal, donc ce qui est hyper intéressant, c'est qu'il peut travailler en audio, en vidéo. Donc je lui ai donné tout simplement le fichier audio du podcast de la semaine dernière. Et à partir de ce fichier audio-là, je lui ai demandé justement, fais-moi un résumé du podcast. Il m'a fait un très bon résumé. Je lui ai demandé de me donner les liens de mon utilisation de l'IA de la semaine. Il a pu me redonner les liens. Ça, c'est des trucs que si je donne à ChatGPT, il va se perdre. Il va me donner une partie, il va commencer à inventer, il va se perdre dans les données, parce que justement, sa gestion du contexte n'est pas suffisamment bonne. Là, avec Gemini, vu qu'il a un très très grand contexte, il a été capable de me le faire à la perfection. Et surtout, derrière, j'ai pu lui redemander d'autres informations, j'ai pu lui redonner des infos, travailler un petit peu avec lui, avec des requêtes petit à petit, et à chaque fois il arrive à se souvenir de tout ce que je suis en train de lui donner, et avec cette fonctionnalité, vraiment on appelle ça le cherry pick, c'est quand on va lui demander d'aller chercher vraiment une info bien précise dans un gros bloc de texte, dans un gros document, un document de 300 pages, 400 pages. On en avait parlé quand on avait discuté justement de la démo qui avait été publiée par Google, où il nous donnait un exemple avec un document qui faisait 400 pages et où il posait une question bien précise sur une des transcriptions qui était dans ce document de 400 pages. Il était vraiment capable d'aller chercher l'info. Donc voilà, hyper intéressant. Je vous recommande vraiment d'utiliser. Ça demande un petit peu plus d'effort que ChatGPT, puisque vous allez devoir utiliser un VPN. Mais pour l'instant, l'accès est gratuit, limité, mais honnêtement, franchement, pour l'instant, à la limite, je l'ai pas encore vu. Donc c'est vraiment, je pense, si vous avez une très 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 grosse utilisation. Donc foncez. Je vous mettrai pareil le lien en description, parce que c'est vraiment hyper intéressant de s'en servir. Et enfin, pour terminer cette utilisation de l'IA de la semaine, il y a une nouvelle intelligence artificielle qui est en train de prendre un petit peu plus de place et de commencer à faire un petit buzz, qui s'appelle Udio, donc UDIO, et c'est tout simplement un concurrent de Suno. Donc Suno, qui était l'intelligence artificielle qui permet de générer des musiques, et là on a Udio qui pareil permet de générer des musiques. Et je vais vous faire un petit peu tester. Donc j'ai fait un prompt hyper basique où je disais donc que je voulais une chanson pop qui présente le podcast Tsunamia, un podcast qui parle d'intelligence artificielle avec Dimitri et Josh.
prompt assez basique qui ne donne pas non plus beaucoup d'infos. Et je vais vous faire tout de suite écouter ce que Udio a été capable de faire. Maintenant, en comparatif, je vous fais écouter ce que Suno AI a fait avec les mêmes instructions. Et alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que Udio, ils ont la capacité de faire quelque chose de très riche. Donc Suno, là j'ai utilisé la version 3, donc vraiment la dernière version de Suno qui est déjà très impressionnante, mais au final je trouve que les chansons, elles ont pas non plus énormément d'instruments en fait, elles ont pas une très grosse consistance. Alors sur la partie génération de la voix, là en tout cas en français dans mon exemple, je trouve que Suno est un peu au-dessus de Udio, où on entend quand même pas mal d'artefacts de compression. Mais voilà, Udio, hyper impressionnant, les chansons sont ultra complexes. Je vous remets un petit extrait d'une chanson démonstration qui est disponible directement sur le site d'Udio. Je vous mettrai aussi le lien en description. Moi je trouve que c'est vraiment hyper intéressant ce qu'on arrive à atteindre en termes de résultats aujourd'hui. Type them in, samples out of sight. Whoa! So our songs have got you moving. Read the tap, you can't deny the grooving. Et donc, toute cette petite démonstration nous amène un petit peu à notre sujet de la semaine, puisque aujourd'hui, justement, voilà, on voit que là, on a énormément de modèles d'intelligence artificielle génératives et qui nous produisent des choses incroyables, mais on a un petit peu du mal à creuser sur d'où proviennent les données d'entraînement de tous ces modèles. Et donc c'est le sujet que je voulais un petit peu aborder cette semaine. Comment le copyright va un petit peu évoluer dans le futur, et est-ce que le fait que les intelligences artificielles soient capables de s'entraîner sur des modèles pour ressortir une chose qui n'est pas le matériel d'origine mais qui s'en rapproche énormément, n'est pas en train un petit peu de mettre fin à la propriété intellectuelle. Salut Josh. Alors cette semaine, on a parlé de pas mal de nouvelles, notamment du fait que Adobe était en train d'essayer de récupérer des données et de payer des photographes et des vidéastes pour avoir des données de meilleure qualité. On a aussi discuté de OpenAI qui est soupçonné d'avoir utilisé des informations de YouTube directement pour entraîner son modèle Sora. Et on a aussi discuté d'un nouveau modèle de génération audio qui s'appelle Udio, et ainsi que le modèle Suno, qui sont des modèles qui permettent de générer de la musique et sur lesquels on ne sait pas exactement quel a été leur dataset d'entraînement. On a aussi un petit peu parlé de Google qui est en train d'avoir un problème avec des contenus de livres générés par intelligence artificielle qui l'empêchent de créer du nouveau contenu, qui sont des livres qui auraient été générés par IA et qui du coup sont réutilisés pour entraîner leur propre IA et qui posent un problème en matière de qualité du contenu. Et donc tout ça, moi, ça me fait poser une question. Comment le copyright va évoluer avec ces nouvelles contraintes, et est-ce que du coup on n'a pas un risque que la propriété intellectuelle un petit peu disparaisse avec l'intelligence artificielle, puisque au final les modèles ils sont entraînés sur des données, c'est très compliqué de savoir qu'ils ont été entraînés sur nos données et pas celles d'un autre, et donc du coup c'est difficile de prouver que des données personnelles, en tout cas des données auxquelles les modèles n'auraient pas dû avoir accès ont été utilisées pour entraîner ces modèles, et comment tout ça pourrait évoluer dans le futur. Salut Dimitri. Ton résumé des discussions récentes soulève une question cruciale concernant l'évolution du droit d'auteur et de la propriété intellectuelle à l'ère de l'intelligence artificielle. C'est un sujet complexe et il touche à la fois à la technologie, à la loi et à l'éthique. Premièrement,
l'utilisation de données telles que des photographies, des vidéos et du contenu textuel pour entraîner des modèles d'intelligence artificielle pose déjà des questions importantes sur le droit d'auteur. Les entreprises comme Adobe, cherchant à obtenir des données de haute qualité de manière éthique, montrent une prise de conscience croissante de CES en jeu. Cependant, des accusations à l'encontre d'entités comme OpenAI pour l'utilisation présumée de données provenant de YouTube sans permission claire soulignent les défis persistants dans ce domaine. Deuxièmement, les modèles comme Udio et Suno, spécialisés dans la génération de musique, mettent en lumière les défis additionnels liés à la création artistique. Si les datasets d'entraînement ne sont pas clairement définis ou divulgués, cela soulève des questions sur la transparence et l'origine des données. Enfin, le CICE mentionné de Google et des contenus de livres générés par IA réutilisés pour entraîner d'autres systèmes d'IA illustre un cycle potentiellement problématique. Cela peut conduire à des questions sur la dilution de la qualité et l'originalité du contenu. La question de l'évolution du droit d'auteur dans ce contexte est donc double. D'un côté, il y a une reconnaissance croissante de la nécessité de protéger les créations humaines dans un monde numérique où les frontières entre création humaine et machine deviennent floues. De l'autre, il y a le risque que les cadres juridiques actuels ne soient pas adaptés pour gérer les nuances de la création assistée par IA ou générée par IA. La propriété intellectuelle pourrait ne pas disparaître, mais elle pourrait certainement évoluer. Nous pourrions voir l'émergence de nouvelles formes de licences ou de contrats conçus spécifiquement pour les œuvres générées par IA. Ces nouvelles formes pourraient, par exemple, nécessiter que les datasets utilisés pour l'entraînement soient dûment licenciés et que les contributions des modèles d'IA soient clairement définies en termes de droit d'auteur. Cependant, cela requiert une coopération internationale étroite, car l'Internet et l'IA ne connaissent pas de frontières. Les défis seront de taille, notamment en matière de vérification de la conformité et de l'application des lois. En somme, le dialogue entre les développeurs d'IA, les législateurs, les créateurs de contenu et le public sera essentiel pour naviguer dans cette nouvelle ère de création et de propriété intellectuelle. C'est intéressant ce que tu nous dis, Josh, mais du coup, je suis en train de me dire comment on pourrait imaginer un monde dans lequel on a des IA génératives qui arrivent quand même justement à garder un lien avec le contenu qu'elles ont utilisé pour faire leur entraînement et qui ont un système du coup qui pourrait permettre justement peut-être de rémunérer les personnes qui auraient été au départ de cet entraînement. Donc ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment possible? Parce que on aura toujours une entreprise qui sera capable d'utiliser les informations qui sont librement accessibles pour entraîner son modèle. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont besoin d'énormément de données. Si on se rend compte, par exemple, demain que OpenAI a utilisé toutes les informations de YouTube pour entraîner son modèle Sora, est-ce que on pourra y faire quelque chose ou pas? Ou est-ce qu'au final, ce sera pas déjà trop tard? Et est-ce qu'au final, le fait qu'ils aient un modèle hyper puissant, justement, grâce au fait qu'il est entraîné sur des données auxquelles ils avaient a priori pas accès au départ, est-ce qu'au final, ce serait pas plutôt bénéfique puisque ça permettrait d'avoir un modèle plus qualitatif? Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ces questions plongent au cœur des dilemmes éthiques et pratiques que pose l'intelligence artificielle générative. Examinons-les une par une pour mieux comprendre les implications et les possibilités futures. Sur la rémunération pour l'utilisation de données dans l'entraînement d'IA. L'idée de garder un lien entre les données utilisées pour l'entraînement d'une IA et CS données originales afin de rémunérer équitablement les créateurs est fascinante. Cela pourrait être réalisé par l'intermédiaire de technologies comme la blockchain, qui peut suivre l'origine et l'utilisation des données de manière transparente et sécurisée. On pourrait imaginer un système où chaque fois qu'une donnée est utilisée pour entraîner un modèle ou pour générer un nouveau contenu, un micro-paiement est automatiquement reversé au créateur original de cette donnée. Cela nécessiterait un cadre juridique solide ainsi qu'un consensus au sein de la communauté internationale sur les droits numériques. De plus, des mécanismes d'identification univoques des données et des œuvres doivent être développés pour s'assurer que les paiements sont correctement attribués. Sur la capacité des entreprises à utiliser des informations librement accessibles. La question de savoir si les entreprises continueront à utiliser librement des informations accessibles en ligne pour entraîner leur modèle est complexe. D'une part, les données publiques jouent un rôle crucial dans l'avancement de la recherche en IA. D'autre part, l'utilisation de CES données sans compensation pour les créateurs pose des questions d'éthique et de droit d'auteur. Si une entreprise comme OpenAI était révélée avoir utilisé massivement des données de YouTube sans autorisation, cela soulèverait des problèmes légaux significatifs. Cependant, même si techniquement et légalement il serait possible d'intervenir après coup,
La question demeure de savoir si les avantages d'un modèle puissant, entraîné sur une vaste étendue de données, pourraient en quelque sorte justifier l'usage de ces données. La réponse dépend largement de la perspective. D'un point de vue purement utilitaire, un modèle plus performant pourrait être vu comme bénéfique pour la société. Néanmoins, cela pose un risque de marginaliser les droits individuels et de propriété intellectuelle, menant potentiellement à une exploitation sans rémunération équitable. Conclusion. Il est crucial de trouver un équilibre entre l'innovation dans le domaine de l'IA et le respect des droits individuels. La technologie avance à une vitesse telle que la législation et les cadres éthiques ont du mal à suivre. Un dialogue continu entre les développeurs d'IA, les législateurs, les créateurs de contenu et le grand public est essentiel pour naviguer ces eaux troubles. L'avenir de l'IA, son éthique et sa régulation dépendent d'un effort collaboratif pour concevoir des systèmes qui récompensent justement tous les contributeurs, tout en favorisant l'innovation et le développement technologique. Donc ouais, c'est super intéressant ce que nous dit Josh. Sur la partie blockchain, c'est une idée que j'aime beaucoup. Effectivement, ça pourrait être quelque chose qui pourrait très bien fonctionner. De toute façon, je pense que la blockchain va vraiment avoir sa place avec l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui va nous permettre potentiellement de pouvoir suivre une donnée de sa création à sa diffusion, ce qui nous permettra justement d'éviter les problèmes qu'on peut avoir avec les deepfakes. Et ça pourrait du coup aussi également permettre de rémunérer les personnes en fonction des données qu'ils ont données pour entraîner une IA. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant, effectivement, et c'est un sujet à creuser. Ce serait peut-être intéressant justement d'essayer de voir si je pourrais pas avoir quelqu'un qui travaille un petit peu sur ce genre de technologie pour lui discuter avec lui de comment justement la blockchain pourrait bien s'intégrer avec l'intelligence artificielle. Sur le deuxième point dont on discutait, donc sur le fait que des entreprises pourraient utiliser des données qui sont librement accessibles. Donc effectivement, après coup, ce serait très compliqué. Si on imagine que l'entreprise, ça lui permet d'avoir un modèle ultra puissant qui permet de avoir une avancée incroyable sur la concurrence, c'est peut-être un risque que certaines entreprises seraient prêtes à prendre, même si derrière ça leur infligerait un procès ou autre, etc., avec des amendes. Sachant que le droit va pas forcément suivre suffisamment rapidement sur ce sujet. Donc c'est peut-être un risque que certaines entreprises seraient prêtes à prendre et peut-être qu'elles ont déjà même pris ce risque. Moi, ce que je me dis aussi, c'est est-ce qu'on serait pas ok avec le fait que des IA qui seraient open source, on en parlait là sur la partie IA de la semaine, les IA open source commencent à être de plus en plus qualitatives, est-ce qu'on serait pas ok que ces IA open source soient autorisées à utiliser du contenu qui, lui, soit sous certaines licences avec certains droits? Est-ce qu'on pourrait pas trouver justement un compromis où on arrive à autoriser le fait que des logiciels open source puissent utiliser des contenus qui sont soumis à certains droits d'auteur, mais qu'en échange de ça, ces modèles restent open source. Alors forcément, ce serait accepté entre guillemets que des œuvres protégées par le droit d'auteur se retrouvent indirectement dans le droit public via des modèles d'intelligence artificielle, mais c'est aussi peut-être quelque chose qui nous permettrait de résoudre ce problème de données qui sont un petit peu en manque aujourd'hui pour pouvoir entraîner les IA. En tout cas, c'est des choses qui pourraient arriver dans le futur, c'est pas des choses qu'on aurait forcément besoin de régler là, maintenant, tout de suite, mais on se dit, en tout cas, si on veut vraiment avoir dans le futur des large language models ou en tout cas des modèles d'intelligence artificielle générative très qualitatifs, ce serait intéressant qu'il y ait des options d'un point de vue droit qui puissent permettre ce genre peut-être d'usage. Donc c'est un sujet, je pense, qui peut être intéressant. J'aimerais bien avoir vos retours vraiment sur ce sujet-là, puisque moi je suis un petit peu partagé entre, d'un côté je me dis ce serait hyper intéressant d'avoir une partie en tout cas des données qui sont disponibles aujourd'hui sur internet qui seraient utilisées du coup pour entraîner des modèles, et je pense vraiment que certains modèles ne se sont pas gênés pour déjà le faire. Je pense qu'il y a du contenu par exemple qui peut probablement venir de forums ou ce genre de choses-là qui a très probablement été utilisé pour entraîner ChatGPT 4. Et ça m'étonnerait que les membres qui ont répondu à des questions sur des forums soient au courant que leurs données aient été utilisées pour entraîner un modèle. Mais en même temps, je me dis, c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir des modèles qui sont très performants. Et donc, du coup, interdire l'utilisation de toutes ces données qui, ont certains, effectivement, qui ont été écrits par une personne, même si elles sont pas recrachées directement par le modèle, ça bloquerait, je pense, énormément l'avancée qu'on a sur l'IA générative. Donc, du coup, ce serait peut-être un petit peu dommage. En tout cas, clairement aujourd'hui, je pense que beaucoup d'entreprises ne sont pas privées pour utiliser une partie de données qui était sur Internet sans forcément demander les autorisations à tout le monde, en partant du principe que c'était un utilisage fair use, puisque elles ont été utilisées pour entraîner le modèle et non pas, c'est pas tout simplement du copier-coller du contenu de l'entraînement.
Mais on avait vu ça, du coup, ça pose des risques. On avait vu ça sur un épisode où on avait parlé d'une attaque qui avait été exécutée sur ChatGPT, qui renvoyait du coup des données qui avaient été utilisées par son dataset, et qui, dans ces données, renvoyait notamment des données personnelles qui ressemblaient par exemple à des emails qui avaient été échangés. Donc on sait pas exactement sur quelles données il a été entraîné, mais voilà, si on se retrouve avec des modèles qui sont entraînés sur des données personnelles, on pourrait avoir des modèles qui ressortiraient ces données personnelles derrière, avec des systèmes d'attaque ou autres, et là ça pourrait poser un problème majeur, puisque si on se retrouve avec un modèle qui a accès à tout Internet et à tout ce qui est disponible gratuitement sur Internet, il pourrait ressortir du coup, recouper peut-être des informations sur la personne, les ressortir aux yeux de tous via un chatbot ou autre, et donc là ça poserait un véritable problème. Donc un gros sujet, je pense, sur lequel il faudra réfléchir. Vraiment, j'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce dernier, et puis sinon je vous dis à la semaine prochaine, donc ciao.